L'horloge sonna minuit dans la région de Ganari, où les routes poussiéreuses du Burkina Faso rencontrent les terres frontalières, ombragées du Togo. Le capitaine Moussa Kaboré ajusta ses lunettes de vision nocturne et scruta l'obscurité qui s'étendait à l'infini devant lui. Depuis 23 ans, il patrouillait ces couloirs oubliés, où les voyageurs légitimes s'aventuraient rarement après le coucher du soleil. Cette nuit-là semblait différente. Un grondement lointain attira son attention. Des moteurs, plusieurs, se déplaçant en coordination soigneuse. Le son devint plus régulier, plus délibéré. À travers ses jumelles, Kaboré aperçut le premier phare perçant les ténèbres, suivi d'un autre, puis d'un autre. Ce qui émergea de la nuit était différent de tout ce qu'il avait vu dans sa carrière. Un convoi de 47 camions se déplaçant en formation parfaite le long des routes secondaires que favorisaient les contrebandiers. Le comportement du convoi déclencha immédiatement tous les instincts aiguisés par des décennies de sécurité frontalière. Ces véhicules évitaient l'autoroute principale où les postes de contrôle fonctionnaient 24 heures sur 24. Au lieu de cela, ils longeaient le terrain où seuls ceux qui avaient quelque chose à cacher oseraient voyager. Le timing était également suspect. Les convois humanitaires ne se déplaçaient pas sous couvert d'obscurité et les transporteurs de marchandises légitimes suivaient des routes établies avec une documentation appropriée. Kaboré saisit sa radio d'une main tremblante. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'il contacta le centre de commandement régional. « Commandement, ici, poste frontière, 7. J'ai visuel sur un convoi inhabituel, environ 47 véhicules, se dirigeant vers le sud-ouest le long du corridor togolais. Je demande des renforts immédiats et un soutien de renseignement. » La réponse vint rapidement du colonel Draman Ouedraogo, le coordinateur régional du renseignement. « Frontière Sept, maintenez le contact visuel, mais n'engagez pas. Nous déployons des drones de surveillance et alertons immédiatement la capitale. Ceci pourrait être important. » En quelques minutes, l'information atteignit les plus hauts niveaux de l'appareil de sécurité du Burkina Faso. Les analystes du renseignement extrayèrent rapidement les images satellitaires et croisèrent la route du convoi avec les schémas de contrebande connus. Les pièces ne correspondaient à aucune opération de trafic ordinaire. L'ampleur était trop massive, la coordination trop sophistiquée et le timing trop précis. Le président Ibrahim Traoré fut réveillé à sa résidence avec un briefing urgent. Le ministre de la Défense, général Sadou Traoré, arriva dans les 30 minutes portant des rapports de renseignements classifiés qui peignaient un tableau alarmant. Le convoi ne suivait pas les schémas de contrebande typiques. Il exécutait une opération de style militaire avec un timing précis et des mouvements coordonnés. « Monsieur le Président », rapporta le général Traoré, sa voix lourde d'inquiétude, « notre évaluation préliminaire suggère que ce n'est pas de la contrebande ordinaire. La formation du convoi, la sélection de routes et la sécurité opérationnelle indiquent quelque chose de bien plus sérieux. Nous recommandons une interdiction immédiate. » Ibrahim Traoré étudia les photographies de renseignement étalées sur son bureau. Chaque image révélait des camions couverts de bâches en toile, leur cargaison dissimulée à l'observation aérienne. Les véhicules maintenaient un espacement et une vitesse parfaits, suggérant des conducteurs professionnels avec une formation militaire. Le plus préoccupant était le renseignement indiquant des mouvements similaires dans les régions voisines au cours des 48 dernières heures. « Général, » dit Traoré, sa voix portant le poids de la décision, « contactez immédiatement le colonel Ibrahim Zerbo. Autorisez-le à déployer des unités de forces spéciales pour l'interdiction du convoi. Je veux que cette opération soit exécutée avec une précision maximale et un minimum de dommages collatéraux. Quel que soit le contenu de ces camions, nous allons le découvrir cette nuit. » L'ordre fut transmis à travers le réseau militaire du Burkina Faso. Les escadrons d'hélicoptères de la base aérienne de Ouagadougou reçurent des ordres de brouillage. Les unités d'élite des forces spéciales se chargèrent dans des véhicules blindés et commencèrent à se diriger vers des positions d'interception prédéterminées. Les opérateurs de drones lancèrent des aéronefs non pilotés, équipés d'imagerie thermique et de systèmes de communication en temps réel.
le colonel Zerbo coordonna l'opération depuis un centre de commandement mobile, étudiant des cartes numériques qui montraient la route projetée du convoi. Son expérience dans les opérations de contre-terrorisme à travers la région du Sahel lui avait appris que de tels mouvements sophistiqués indiquaient généralement des menaces sérieuses à la sécurité nationale. Le comportement du convoi suggérait que ses organisateurs possédaient une connaissance détaillée des protocoles de sécurité frontalière du Burkina Faso et des emplacements des postes de contrôle. Alors que l'aube approchait, le filet commença à se resserrer autour du mystérieux convoi. Des barrages routiers se matérialisèrent au point d'étranglement stratégique, tandis que des hélicoptères de combat établirent des positions de surveillance. Le convoi continua à se déplacer, apparemment inconscient que chacun de ses mouvements était suivi par plusieurs systèmes de surveillance. À exactement 14h17, le camion de tête rencontra le premier barrage routier. La réaction du conducteur confirma tous les soupçons. Au lieu de s'arrêter et de présenter la documentation, il tenta de faire marche arrière. La panique se répandit dans le convoi lorsque les conducteurs réalisèrent qu'ils étaient piégés. Certains abandonnèrent leur véhicule et s'enfuirent dans la brousse environnante, tandis que d'autres se rendirent immédiatement lorsqu'ils furent confrontés par des troupes de forces spéciales lourdement armées. La couverture en toile du premier camion fut tirée, révélant des caisses en bois marquées de symboles d'aide humanitaire internationale. Mais lorsque le colonel Zerbo supervisa personnellement l'ouverture de la première caisse, ce qui se répandit sur la route poussiéreuse fit reculer de choc des vétérans de combat aguerris. Des fusils d'assaut modernes, encore emballés dans du plastique d'usine, brillaient au soleil du matin. « Commandement, ici Zerbo », le colonel radiota au président Traoré. « Monsieur, vous devez voir ceci immédiatement. Nous n'avons pas affaire à de la contrebande ordinaire. Quelqu'un se préparait à la guerre. » L'ampleur de la découverte allait bientôt secouer le Burkina Faso jusqu'à ses fondements et envoyer des ondes de choc à travers le continent africain. Le soleil du matin projeta de longues ombres sur le site d'interception, tandis que le colonel Ibrahim Zerbo supervisait l'ouverture systématique de chaque camion. Ce qui avait commencé comme une enquête de routine sur la contrebande se transforma en quelque chose qui défiait la compréhension. Caisse après caisse révéla un arsenal qui pouvait équiper plusieurs bataillons, 15 000 fusils AK-47, 5 000 armes d'assaut M16, 3 millions de munitions, 50 000 grenades à main, 1500 lance-roquettes, 200 missiles anti-aériens et 20 tonnes d'explosifs de grade militaire. Le capitaine Moussa Kaboré, le garde-frontière qui avait d'abord repéré le convoi, resta figé tandis que les soldats cataloguaient des armes portant des numéros de série de conflits à travers plusieurs continents. Certains fusils montrèrent des marquages tracés à la guerre civile libyenne, d'autres aux batailles au Yémen, tandis que les armes les plus récentes semblaient provenir directement d'installations de fabrication non divulguées. La valeur totale estimée dépassait 100 millions de dollars américains. Les conducteurs arrêtés présentaient un puzzle qui s'approfondissait à chaque interrogatoire. La plupart prétendaient une ignorance complète de leur cargaison, insistant qu'ils croyaient transporter des pièces de machines agricoles vers des entrepôts dans le Togo voisin. Jean-Baptiste Compaoré, un chauffeur de camion de 43 ans de Bobo-Dioulasso, s'effondra pendant l'interrogatoire et révéla la tromperie sophistiquée de l'opération. Ils nous ont montré une documentation officielle, sanglota Compaoré aux officiers de renseignement. Tout semblait légitime, permis de transit, manifeste de cargaison, même des tampons de prédédouanement douanier. On nous a dit que les caisses contenaient de l'équipement agricole, destiné à des projets de développement rural. Le salaire était bon, mais pas si exceptionnel que nous devenions suspicieux. Ils se présentaient comme des représentants d'une organisation internationale de développement agricole. Le chef du renseignement, commandant Ousmane Drago, reconnut les caractéristiques d'une opération de renseignement professionnel. Le convoi ne s'était pas formé par accident. Une enquête détaillée révéla que chaque camion avait suivi des routes différentes sur une période de 48 heures, partant de divers emplacements à travers le Burkina Faso, à intervalles échelonnés. Ce n'est que près de la frontière qu'ils avaient convergé en une seule formation,
une tactique conçue pour éviter la détection par les forces de sécurité surveillant les schémas de trafic à route unique. L'analyse médico-légale révéla des détails encore plus troublants. Les techniciens d'armement découvrirent des tentatives d'oblitération des numéros de série en utilisant des traitements à l'acide. Mais l'unité de renseignement du Burkina Faso employa des techniques de récupération avancées qui restaurèrent des informations d'identification cruciales. La piste menait à travers un réseau complexe s'étendant de l'Europe de l'Est, au marché d'armes souterrain de la Libye, et finalement dans la région du Sahel, sous fausse documentation humanitaire. Le président Ibrahim Traoré convoqua une session d'urgence du Conseil de sécurité nationale, tandis que les rapports continuaient d'affluer du site d'enquête. Le ministre de la Défense, général Sadou Traoré, présenta l'inventaire des armes à une salle remplie d'officiels, luttant pour comprendre l'ampleur de ce qui avait été intercepté. « Messieurs, » annonça gravement le général Traoré, « ce que nous regardons représente assez de puissance de feu pour renverser une petite nation. Ce ne sont pas des armes destinées à l'autodéfense ou même à l'activité criminelle ordinaire. Quelqu'un se préparait à mener une guerre soutenue contre notre gouvernement et notre peuple. » Le ministre de l'Intérieur Hosseini Kouri, visiblement secoué par les briefings qu'il avait reçus, ajouta sa propre évaluation glaçante. « Monsieur le Président, si même la moitié de ces armes avaient atteint leur destination prévue, nous aurions fait face à une catastrophe au-delà de l'imagination. Les organisations terroristes auraient pu maintenir une insurrection armée pendant des années, où les milices d'opposition auraient pu exécuter un coup d'État réussi en quelques jours. L'impact psychologique sur les officiels gouvernementaux était palpable. Ce ne waren pas des menaces théoriques discutées dans les briefings de sécurité. C'était une preuve tangible d'une conspiration qui était arrivée à quelques heures de potentiellement détruire la stabilité du Burkina Faso. Les armes avaient été interceptées à seulement quelques kilomètres de traversée au Togo, où elles auraient disparu dans des réseaux au-delà de la portée du Burkina Faso. Tandis que les officiers de renseignement continuaient à traiter les preuves du site d'arrestation, une image plus claire émergea de la sophistication de l'opération. Les camions avaient été équipés de dispositifs de suivi GPS qui permettaient la surveillance à distance de leurs mouvements. L'équipement de communication trouvé dans plusieurs véhicules révéla une coordination avec des manipulateurs qui possédaient une connaissance détaillée des protocoles de sécurité du Burkina Faso et des horaires des postes de contrôle. Le plus alarmant fut la découverte de cartes détaillées marquant les bâtiments gouvernementaux, les installations militaires, l'infrastructure de communication et les centres de transport clés à travers Ouagadougou. Ce n'étaient pas des cartes de ville génériques, elles contenaient des annotations précises indiquant les points d'entrée, les vulnérabilités de sécurité et les routes d'attaque optimales qui ne pouvaient avoir été compilées qu'à travers une reconnaissance extensive. Le rapport préliminaire du colonel Zerbo au président Traoré peignit une image de planification méticuleuse s'étendant sur des mois, possiblement des années. « Monsieur, » rapporta-t-il, « cette opération démontre des ressources et une expertise bien au-delà du trafic d'armes typiques. Nous avons affaire à une organisation qui possède des capacités de renseignement sophistiquées, un soutien financier substantiel et une connaissance détaillée de nos arrangements de sécurité interne. La question immédiate confrontant le leadership du Burkina Faso était de déterminer qui possédait les ressources et la motivation pour orchestrer une telle opération. Les origines diverses des armes suggéraient un réseau international avec accès aux zones de conflit à travers plusieurs continents. La sophistication opérationnelle indiquait l'implication d'individus avec une formation militaire ou de renseignement. Mais peut-être le plus préoccupant était le timing. Le convoi avait été intercepté pendant une période de stabilité relative au Burkina Faso, suggérant que les armes n'étaient pas destinées à exploiter des troubles existants, mais plutôt à créer le chaos, là où il n'en existait actuellement aucun. Quelqu'un avait investi d'énormes ressources en préparation pour déstabiliser une nation africaine souveraine. Alors que le deuxième jour d'enquête se concluait, le président Traoré prit une décision qui résonnerait bien au-delà des frontières du Burkina Faso.
Les preuves exigeaient une réponse qui correspondait à l'ampleur de la menace. L'enquête s'étendrait au-delà de la simple saisie d'armes pour découvrir chaque individu, organisation et nation impliqués dans cette conspiration contre la souveraineté africaine. Le 3e jour d'enquête apporta des révélations qui transformèrent une saisie d'armes en incident international, tandis que les équipes de renseignement du Burkina Faso traitaient les preuves récupérées des camions et interrogeaient les conducteurs capturés. Une conspiration de proportions stupéfiantes commença à émerger. Ce qu'ils découvrirent défierait les fondements mêmes de la façon dont l'Afrique comprenait sa place dans la géopolitique mondiale. François Bongo, un homme d'affaires éminent du district commercial de Ouagadougou, devint la percée dont l'enquête avait désespérément besoin. Arrêté lors de raids simultanés à travers 23 emplacements dans la capitale, Bongo maintint initialement son innocence. Cependant, lorsqu'il fut confronté aux preuves le liant aux transactions financières connectées au convoi d'armes, son sang-froid s'effondra complètement. Ce plan a été développé sur plusieurs mois, confessa Bongo aux interrogateurs, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. On nous a promis le soutien de puissances étrangères qui nous ont assuré que le gouvernement du président Traoré serait remplacé par une administration plus coopérative. Les armes n'étaient que le début d'une opération beaucoup plus large, conçue pour déstabiliser non seulement le Burkina Faso, mais toute la région du Sahel. Le chef du renseignement, commandant Ousmane Drago, pressa pour des détails spécifiques sur ces puissances étrangères. La réponse de Bongo envoya des ondes de choc à travers l'équipe d'enquête. Des réunions ont été tenues à Accra avec des participants d'Abidjan également. Les instructions opérationnelles venaient directement de Paris et l'approbation finale a été donnée à Washington. Le nom de code de l'opération était « Restaurer la démocratie » et le budget total dépassait 200 millions de dollars américains. Les implications étaient stupéfiantes. Ce n'était pas une conspiration localisée par des figures d'opposition mécontentes, c'était un effort coordonné internationalement impliquant des capitales occidentales majeures. Les preuves suggéraient une opération de renseignement sophistiquée conçue pour renverser des gouvernements africains qui étaient devenus trop indépendants dans leurs orientations de politique étrangère. Le président Ibrahim Traoré étudia le dossier de preuves en expansion avec une alarme croissante. Les documents récupérés des ordinateurs saisis révélèrent des plans détaillés pour plusieurs nations africaines. Au Burkina Faso, la cible était Traoré lui-même. Au Mali, l'accent était mis sur le président Assimi Goïta. Au Niger, c'était le président Abdourahmane Tchiani. Chaque leader avait été marqué pour l'enlèvement et le remplacement par des alternatives approuvées par l'Occident. La dimension financière de la conspiration s'avéra également choquante. Les reçus de virements bancaires montraient des fonds coulants à travers des réseaux complexes de sociétés écrans enregistrés dans des paradis fiscaux à travers les Caraïbes et l'Europe de l'Est. La piste d'argent menait à des comptes contrôlés par des entrepreneurs de défense, des compagnies militaires privées et des organisations avec des liens directs aux agences de renseignement occidentales. Le ministre de la Défense, général Sadou Traoré, briefa le Conseil de sécurité nationale sur l'exécution prévue de l'opération. Selon les confessions que nous avons obtenues, le plan suivait un manuel de déstabilisation standard. D'abord, les attaques terroristes créeraient la panique publique et mineraient la confiance dans la sécurité gouvernementale. Ensuite, les groupes d'opposition organiseraient des protestations de masse exigeant un changement de gouvernement. Finalement, les collaborateurs dans notre propre armée exécuteraient un coup d'État, tandis que le pays serait distrait par les troubles civils. La liste des conspirateurs arrêtés lors des raids d'entrepôts se lisait comme un répertoire de l'élite politique et d'affaires du Burkina Faso, d'anciens ministres qui avaient perdu de l'influence sous le gouvernement de Traoré, des généraux à la retraite avec des griefs contre les réformes militaires, des figures d'affaires prominentes cherchant des réglementations plus favorables, et de façon choquante, plusieurs individus détenant des passeports diplomatiques de nations occidentales. Parmi les ressortissants étrangers arrêtés se trouvaient 3 citoyens français, 2 Britanniques, 1 Américain et 2 Israéliens.
Tous portaient une documentation diplomatique, mais leurs activités ne ressemblaient en rien au travail diplomatique légitime. Leurs interrogatoires révélèrent une connaissance extensive des dynamiques politiques internes du Burkina Faso et des plans détaillés pour les structures de gouvernance post-coup. La crise diplomatique éclata immédiatement. L'ambassade française exigea la libération de ses citoyens, revendiquant l'immunité diplomatique. Le gouvernement britannique déposa des protestations formelles par les canaux diplomatiques. Le département d'État américain émit des déclarations appelant au respect de la procédure légale et du droit international. Cependant, le président Traoré refusa toutes les demandes de libération. Les passeports diplomatiques ne fournissent pas l'immunité pour les crimes contre la sécurité de l'État, déclara Traoré lors d'une conférence de presse d'urgence. Ces individus n'étaient pas engagés dans des activités diplomatiques. Ils coordonnaient le renversement d'un gouvernement souverain. Ils feront face à la justice sous la loi du Burkina Faso. Les preuves continuèrent de s'accumuler tandis que les enquêteurs analysaient les fichiers informatiques saisis et les enregistrements de communication. La portée de la conspiration s'étendait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Des opérations similaires étaient simultanément planifiées pour le Mali, le Niger, la Guinée et le Tchad. L'objectif était la déstabilisation systématique de tout gouvernement africain qui s'était distancié de l'influence occidentale ou avait développé des liens plus étroits avec des partenaires internationaux alternatifs. Les analystes du renseignement découvrirent que le convoi d'armes n'était que la phase d'ouverture d'une opération de plusieurs années. La phase 2 impliquait l'entraînement et l'équipement de milices locales avec des armes avancées et un soutien tactique. La phase 3 appelait à des soulèvements coordonnés à travers plusieurs nations simultanément, surchargeant les forces de sécurité régionales et empêchant l'assistance mutuelle entre les gouvernements ciblés. La sophistication de la planification révéla une reconnaissance extensive et une collecte de renseignements sur une période d'années. Des dossiers détaillés existaient sur les commandants militaires clés, les leaders politiques, les figures d'affaires et les organisations de la société civile dans chaque nation ciblée. Les conspirateurs possédaient une connaissance intime des profils de personnalité, des vulnérabilités financières, des relations familiales et des secrets personnels qui pouvaient être exploités pour le chantage ou le recrutement. Peut-être le plus troublant était la preuve des stratégies de manipulation médiatique conçues pour façonner la perception internationale des coups planifiés. Des communiqués de presse préécrits, des rapports de droits de l'homme fabriqués et des campagnes de médias sociaux coordonnées étaient préparés pour justifier la reconnaissance internationale des gouvernements de remplacement. Le cadre narratif dépeignait les coups comme des soulèvements démocratiques populaires contre des dirigeants autoritaires. L'équipe d'enquête du colonel Ibrahim Zerbo découvrit des journaux de communication montrant un contact régulier entre les conspirateurs et les organisations médiatiques internationales. Des journalistes avaient été recrutés pour écrire une couverture favorable des groupes d'opposition, tout en dépeignant le gouvernement de Traoré comme de plus en plus autoritaire et illégitime. L'objectif était de fabriquer un consentement international pour le changement de régime à travers des récits médiatiques soigneusement élaborés. Alors que le troisième jour se concluait, le président Traoré fit face à une décision qui définirait sa présidence et potentiellement remodèlerait la relation de l'Afrique avec la communauté mondiale. Les preuves étaient accablantes, mais les implications étaient énormes. Confronter cette conspiration signifiait défier de puissants intérêts internationaux qui avaient opéré en Afrique pendant des décennies avec impunité. La question n'était plus simplement sur la saisie d'armes ou la sécurité interne. Il s'agissait du droit de l'Afrique à déterminer son propre avenir politique sans interférence externe. Le moment était arrivé pour une réponse décisive qui enverrait un message sans équivoque à ceux qui considéraient encore la souveraineté africaine comme négociable. Le président Ibrahim Traoré se tenait devant les médias internationaux assemblés dans le palais présidentiel du Burkina Faso,
flanqué d'un étalage d'armes saisies qui racontait une histoire plus puissante que n'importe quelle déclaration diplomatique. La conférence de presse, diffusée en direct à travers l'Afrique et surveillée mondialement, marquerait un moment déterminant dans la lutte du continent pour une véritable indépendance de l'ingérence néocoloniale. Derrière Traoré, l'arsenal parlait de lui-même, des rangées de fusils AK-47, des piles de boîtes de munitions, des lance-roquettes et des missiles anti-aériens disposés en formation précise. L'impact visuel était intentionnellement accablant, conçu pour confronter le monde avec des preuves indéniables de la conspiration qui avait failli réussir à détruire la stabilité du Burkina Faso. Chers citoyens du Burkina Faso et peuple du monde, commença Traoré, sa voix portant à travers l'auditorium bondé. Il y a 3 jours, nous avons intercepté la plus grande opération de contrebande d'armes de l'histoire de notre nation. Mais ce n'était pas simplement de la contrebande, c'était une conspiration internationale coordonnée contre notre souveraineté, notre peuple et notre droit de déterminer notre propre destin. Le président brandit un épais dossier contenant les preuves rassemblées pendant l'enquête. « Voici la preuve », déclara-t-il. 47 camions transportant des armes d'une valeur de 100 millions de dollars, destinés à déstabiliser notre nation et installer un régime fantoche loyal aux puissances étrangères. Le plan était détaillé, le financement considérable et l'exécution presque réussie. Mais nous n'étions pas endormis. Le correspondant de CNN leva immédiatement la main. « Monsieur le Président, quels pays spécifiques sont derrière cette opération ?» La question que tout le monde voulait voir répondre planait dans l'air comme de l'électricité. La réponse de Traoré fut mesurée, mais ferme. « L'enquête continue, mais je peux confirmer que certaines armes ont été fabriquées dans des pays membres de l'OTAN. Plus important encore, nous avons des preuves documentées de réunions à Accra, Abidjan, Paris et Washington, où cette conspiration a été planifiée et approuvée. L'implication des services de renseignement occidentaux n'est plus une spéculation, c'est un fait documenté. » La journaliste de la BBC enchaîna rapidement. « Quelles personnes spécifiques ont été arrêtées en relation avec ce complot ? 17 personnes sont actuellement en détention, » répondit Traoré, sa voix se renforçant. Parmi elles se trouvent d'anciens ministres du gouvernement, des généraux militaires retraités, des figures importantes du monde des affaires et des ressortissants étrangers porteurs de passeports diplomatiques. Les interrogatoires ont révélé des détails choquants sur la profondeur avec laquelle cette conspiration avait pénétré notre société. La salle explosa lorsque les journalistes réalisèrent les implications. Ce n'était pas une tentative de coup d'État africain typique. C'était une preuve documentée que les services de renseignement occidentaux travaillaient activement à renverser un gouvernement africain qui avait poursuivi une politique étrangère indépendante. Le correspondant d'Al Jazeera demanda les implications régionales. Comment cela affecte-t-il la sécurité à travers l'Afrique de l'Ouest ? La réponse de Traoré élargit la conversation au-delà des frontières du Burkina Faso. Cette conspiration visait non seulement notre nation, mais tout le continent. Des opérations similaires sont documentées pour le Mali, le Niger, la Guinée et le Tchad. Il ne s'agit pas de démocratie, il s'agit de réimposer le contrôle colonial sur l'Afrique par la violence et la manipulation. Le moment le plus dramatique arriva quand la confession de François Bongo fut diffusée en direct au public international. L'homme d'affaires apparut à l'écran, le visage strié de larmes, sa voix tremblant d'émotion. « Ils nous ont complètement trompés, » dit-il. « Ils ont promis que nous apporterions la démocratie et la prospérité, mais en réalité, nous aurions divisé notre pays et trahi notre peuple. Le président Traoré avait raison de nous arrêter. Nous sommes devenus des traîtres à tout ce que nous aurions dû protéger. » L'impact de la confession fut immédiat et profond. Voici un témoignage direct d'un conspirateur admettant sa participation à un complot sponsorisé par l'étranger contre son propre gouvernement. L'authenticité était indéniable, les émotions brutes et genuines. À l'extérieur du palais présidentiel, des milliers de citoyens s'étaient rassemblés en manifestations spontanées de soutien. La foule scandait des slogans d'unité et de défi. «
Vive Traoré! À bas l'impérialisme! L'Afrique aux Africains! L'énergie était électrique, se transformant de la peur et de l'incertitude en fierté et détermination. Traoré s'adressa directement à la foule depuis le balcon du palais. « Mes chers citoyens, déclara-t-il, grâce à votre force et votre soutien indéfectible, nous avons empêché cette conspiration de réussir. Grâce à votre vigilance, le Burkina Faso reste sûr, fier et libre. Tant que nous restons unis, aucun ennemi ne peut nous vaincre. » La réponse continentale fut rapide et décisive. Des messages de solidarité affluèrent de toute l'Afrique. Chaque dirigeant reconnaissant que la menace contre le Burkina Faso représentait une menace contre l'indépendance africaine partout. Le président du Mali, Assimi Goïta, déclara « Le frère Traoré est le véritable gardien de la dignité de l'Afrique. Nous renforçons immédiatement la sécurité de nos frontières et partageons nos renseignements pour empêcher des opérations similaires sur notre territoire. » Le président du Niger, Abdourahmane Tchiani, annonça « Cette conspiration nous vise tous, nous qui osons poursuivre des politiques indépendantes. Il est temps que l'Afrique coordonne notre sécurité et protège collectivement notre souveraineté. » Le dirigeant de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, déclara « Il n'y a pas de place pour les trafiquants d'armes et leurs sponsors étrangers sur notre continent. Le courage de Traoré devrait inspirer chaque dirigeant africain à défendre le droit de nos peuples à l'autodétermination. » Même le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, typiquement prudent dans les déclarations internationales, déclara « Cet incident devrait servir d'appel au réveil pour chaque nation africaine. Le trafic d'armes et ceux qui le sponsorisent doivent être exposés et punis sans pitié. » La réaction internationale se divisa nettement selon des lignes prévisibles. Les gouvernements occidentaux exigèrent la libération de leurs citoyens arrêtés et menacèrent de sanctions économiques contre le Burkina Faso. Cependant, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et le Venezuela offrirent un soutien fort aux actions de Traoré. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie déclara « Chaque nation a le droit fondamental de protéger sa sécurité. Le président Traoré mène une défense légitime contre l'ingérence étrangère. » La Chine alla plus loin, annonçant « Nous fournirons une assistance sécuritaire au Burkina Faso et soutiendrons leur lutte contre le terrorisme international et les efforts de déstabilisation. » Le ministre des Affaires étrangères de Turquie déclara « La sécurité de l'Afrique est la sécurité mondiale. Le trafic d'armes représente un crime contre l'humanité et ceux qui en sont responsables doivent faire face à la justice. » Le ministère des Affaires étrangères d'Iran ajouta « Les puissances impérialistes doivent cesser leur ingérence dans les affaires africaines. La démocratie ne peut pas être imposée par les balles et les bombes. » Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, déclara avec émotion « Le frère Traoré est le nouveau Bolivar de l'Afrique, un héros menant la cause anti-impérialiste avec courage et intégrité. » Alors que le 4e jour se concluait, les implications étaient claires. Il ne s'agissait plus simplement de saisie d'armes ou de sécurité intérieure. Les preuves présentées au monde avaient exposé la réalité continue de l'ingérence néocoloniale dans les affaires africaines. La communauté internationale faisait maintenant face à un choix: soutenir le droit de l'Afrique à la souveraineté ou continuer à permettre la déstabilisation des gouvernements africains indépendants. Le président Traoré avait transformé une crise sécuritaire en un moment d'éveil continental. La question face à l'Afrique et au monde était de savoir si ce moment catalyserait un changement genuin dans la façon dont les relations internationales étaient conduites, ou si des intérêts puissants développeraient simplement des méthodes d'ingérence plus sophistiquées. Le 10e jour suivant la saisie des armes, le président Ibrahim Traoré fit une annonce qui résonnerait à travers l'histoire. La place de l'indépendance à Ouagadougou devint la scène d'une cérémonie qui transforma les instruments de mort en symboles d'espoir, témoins de dizaines de milliers de citoyens et diffusés en direct à travers le continent africain. Les armes saisies furent exposées ouvertement pour la première fois depuis leur capture, disposées en formation précise qui démontrait l'ampleur stupéfiante de l'arsenal intercepté.
Les citoyens qui avaient entendu des rapports sur la conspiration pouvaient maintenant voir de leurs propres yeux les montagnes de fusils, munitions et explosifs qui avaient été destinés à déchirer leur nation. Un homme âgé nommé Amadou Ouédraogo, qui avait survécu au bouleversement politique des années 1980, pleura ouvertement en fixant l'exposition d'armes. Il prévoyait de tuer nos petits-enfants avec celle-ci, murmura-t-il à son compagnon. Combien de familles auraient été détruites si le président Traoré n'avait pas été vigilant? Une jeune femme nommée Fatimata Sorgo éleva sa voix au-dessus de la foule. « S'il n'y avait pas eu notre président, cria-t-elle, la guerre civile nous aurait consumés maintenant. Ces armes auraient été dans les mains de terroristes et traîtres, dressant frère contre frère. » Traoré s'avança pour s'adresser à la multitude assemblée, sa voix portant à travers la place par de puissants haut-parleurs. « Mes concitoyens, déclara-t-il, cet étalage représente l'avenir que nos ennemis avaient planifié pour nous, un avenir de violence, division et contrôle étranger. Mais nous avons vu leur plan venir. Nous nous sommes tenus ensemble et grâce à notre unité, nous avons remporté une victoire pour toute l'Afrique. » Le président fit alors une annonce qui électrisa la foule. « Avec l'argent que nous gagnerons en fondant ces armes et en vendant le métal, nous construirons 100 écoles à travers notre nation. Nous ouvrirons 50 centres de santé dans les zones rurales qui manquent d'installations médicales. Nous construirons 1000 kilomètres de canaux d'irrigation pour soutenir nos agriculteurs. Les outils de mort deviendront des projets de vie. » La transformation commença immédiatement. Un grand four industriel avait été construit sur la place, représentant symboliquement la conversion de la destruction en construction. Une par une, les armes furent alimentées dans les flammes, tandis que les citoyens regardaient en silence respectueux. L'acier se transforma en métal fondu, la haine transformée en espoir. Du premier fusil fondu, les artisans forgèrent une cloche d'école. « Quand nos enfants entendront cette cloche chaque matin, annonça Traoré avec une émotion visible. Ils entendront la voix de la paix conquérant les murmures de la guerre. Ils se souviendront que leurs parents ont choisi l'éducation plutôt que les munitions, les livres plutôt que les balles. » La cérémonie attira l'attention internationale, contrairement à tout événement de l'histoire récente du Burkina Faso. Les représentants des Nations Unies regardèrent avec étonnement les armes de guerre devenir matière première pour le développement pacifique. La représentante spéciale de l'Union africaine, Dr Amina Koné, fut émue aux larmes par le symbolisme. « C'est sans précédent dans l'histoire africaine », déclara Dr Kohn aux médias internationaux. Le président Traoré n'a pas simplement saisi des armes, il a changé le destin de l'Afrique. Cet exemple inspirera tout le continent à rejeter la violence comme solution aux disputes politiques. Les observateurs internationaux documentèrent chaque aspect de la cérémonie, reconnaissant sa signification comme un tournant potentiel dans la façon dont les conflits sont résolus sur le continent africain. Les journalistes du monde entier capturèrent des images d'armes transformées en matériaux de construction, créant un récit visuel puissant du choix du développement plutôt que de la destruction. Pendant ce temps, les procédures légales contre les conspirateurs continuaient de révéler de nouvelles dimensions du complot. Les documents judiciaires montraient que la conspiration s'étendait bien au-delà du Burkina Faso, englobant un effort coordonné pour déstabiliser les gouvernements à travers la région du Sahel. La piste financière révéla un réseau sophistiqué de sociétés écrans, comptes offshore et transactions en crypto-monnaie conçues pour obscurcir les vrais sponsors de l'opération. Le voyage des armes de leur source à leur saisie fut finalement cartographié complètement. Les services de renseignement tracèrent leurs origines aux trafiquants d'armes d'Europe de l'Est, qui avaient acquis l'équipement militaire excédentaire de divers conflits. Les armes avaient voyagé à travers l'environnement chaotique post-révolution de la Libye, où elles furent consolidées et reconditionnées sous une fausse documentation humanitaire. De là, elles se déplacèrent à travers le Niger et dans le Burkina Faso, via des routes qui avaient été soigneusement éclairées pour éviter la détection. Chaque étape du voyage révéla corruption et complicité à plusieurs niveaux. Les agents douaniers avaient été corrompus
les gardes-frontières compromis et les compagnies de transport infiltrées. L'opération nécessitait une coordination entre les réseaux criminels, les officiels corrompus et les services de renseignement étrangers opérant à travers plusieurs nations simultanément. Le président Traoré partagea ses preuves directement avec Interpol, l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies. Des mandats d'arrêt internationaux furent émis pour les conspirateurs clés qui avaient fui vers les pays occidentaux. Les comptes bancaires dans plusieurs juridictions furent gelés alors que les autorités traquaient les réseaux financiers qui avaient financé l'opération. Les conséquences diplomatiques s'avérèrent également significatives. Plusieurs nations occidentales firent face à des questions inconfortables sur l'implication de leurs citoyens dans la conspiration. Les protections diplomatiques traditionnelles devinrent sans signification quand confrontées à des preuves accablantes de participation à une tentative de renversement gouvernemental. La relation du Burkina Faso avec les partenaires internationaux subit une réévaluation fondamentale. Les nations qui offrirent du soutien pendant la crise, Russie, Chine, Turquie, Iran, Venezuela, virent leurs relations diplomatiques et économiques avec le Burkina Faso se renforcer significativement. Les pays dont les citoyens étaient impliqués dans la conspiration firent face à des relations refroidies et à une surveillance accrue de leurs activités en Afrique de l'Ouest. Le 15e jour après la saisie des armes fut déclarée fête nationale, journée nationale de l'éveil et de la victoire. La fête servirait de rappel annuel que la liberté exige la vigilance, la souveraineté demande la défense, et l'unité fournit la force contre toute menace externe. Dans son discours final sur la conspiration, le président Traoré s'adressa directement à l'histoire elle-même. Cette victoire représente plus que saisir des armes ou arrêter des conspirateurs, déclara-t-il. Elle prouve que l'Afrique peut sécuriser ses propres frontières, protéger ses propres peuples et déterminer son propre avenir. Quand nous sommes unis, aucun empire, aucun pot de vin, aucune menace ne peut nous vaincre. Les effets de ricochet se répandirent à travers le continent, alors que d'autres dirigeants africains reconnurent les implications. Le président du Mali, Goïta, annonça des mesures de sécurité frontalières renforcées et des accords de partage de renseignements. Le président du Niger, Tchiani, déclara une révision complète des activités des organisations étrangères sur son territoire. Le leadership de la Guinée initia des enquêtes sur des tentatives de déstabilisation similaires. L'exposition de la conspiration créa un nouveau modèle pour les gouvernements africains, faisant face à la pression externe. Plutôt que d'accepter la déstabilisation comme inévitable, les dirigeants avaient maintenant la preuve que des complots internationaux sophistiqués pouvaient être détectés, perturbés et défaits par la vigilance et l'unité. Le Burkina Faso était devenu plus qu'une nation, il était devenu un symbole d'éveil africain, une démonstration que le continent pouvait tracer son propre cours sans ingérence étrangère. Les 47 camions d'armes qui avaient été destinés à détruire l'indépendance africaine devinrent plutôt le catalyseur de son renforcement. Comme le président Traoré le rappelait souvent à son peuple, l'Afrique ne sera plus un dépôt de mort, mais un dépôt d'espoir, un dépôt de lumière, de rêve, de lutte partagée et de victoire partagée. La transformation des armes en école, des balles en livres, de la peur en liberté, représentait le miracle qu'un leadership vigilant et un peuple uni pouvaient accomplir. L'histoire de la saisie des armes serait rappelée non seulement comme une victoire sécuritaire, mais comme le moment où l'Afrique déclara sa détermination à contrôler son propre destin, défendre sa propre souveraineté et construire son propre avenir, une arme fondue, une nouvelle école, un esprit éveillé à la foi.